Merci pour ce très beau texte qui est à la fois très personnel, mais en même temps qui met en place, à travers notamment la lecture de Volodine, un certain nombre de concepts qui nous permettent peut-être de reparler de cette question de la suspension du temps, du hors-temps, que tu évoques sous le terme de l'aion, c'est-à-dire de l'éternel, hein, une sorte d'équivalent du kairos, étendu à tous les moments. Et c'est aussi le futur antérieur. Voilà, exactement. Et il me semble en tout cas que cette image du bardeau, qui est omniprésente dans l'œuvre de Volodine, je pense que chacun sait à peu près de quoi il s'agit. Il s'agit de cet espace intermédiaire, obscur, dans lequel on est plongé après la mort et avant de renaître, à travers ce qu'on appelle la métempsychose. Et ça dure 49 jours pendant lesquels celui qui l'habite doit se remémorer sa vie antérieure et imaginer sa vie future. En marchant dans un univers moine. Exactement. Voilà. Et assisté par un moine. Voilà quel est notre présent. Quelle est cette espèce de suspension du temps qu'on appelle post-historique ou hors temps, j'en sais pour rien, dans lequel on est constamment tendu entre une activité mnésique obsessive, parce qu'il faut revoir tout ce qu'on a fait de plus ou moins de mal dans son passé, tout ce qu'on porte de responsabilité face à ce qu'on a vécu, et face à tout ce qu'on peut imaginer de meilleur, peut-être même de pire, parce que la plupart des personnages de Volodine se métamorphosent en scarabée ou en araignée ou en quelque chose de moins intéressant encore que l'état de sous-homme dans lequel ils sont. Alors l'espèce de temps suspendu, d'époquet au sens grec du mot, de moments comme ça en parenthèse, dans lequel il n'y a plus véritablement de présent, c'est-à-dire le présent du présent, comme disait Augustin, mais un présent du passé et un présent du futur, entre lesquels on est tendu. Rétention et protention, mais sans plus attention à quoi que ce soit, puisqu'on n'existe que dans le noir, que dans l'obscur. Il me semble que ça décrit bien notre période actuelle, en dehors bien sûr de tous les clichés qu'on peut faire circuler sur la fin des temps ou sur la fin de l'histoire. C'est quelque chose plutôt comme un suspens d'histoire. Et c'est pour ça qu'on parle de post-ex. Donc, l'ex-cora, c'est sortir de sa place, mais en même temps, là, on est après ce moment où on est sorti de notre place, sorti de la place qu'occupe l'humain dans l'histoire, etc. En fait, je trouve que les tonalités de vos deux présentations se ressemblent, et on est en fin de journée, mais moi, ce qui me surprend toujours, c'est, quand je dis Volodine d'ailleurs, c'est que ces univers, peut-être en apparence noirs et sans espoir, nous donnent une sorte d'enthousiasme, exactement comme j'ai eu, la première fois que j'ai lu Les Chants de Val-d'Aurore, à l'âge de 14 ans, j'ai eu la chance de tomber là-dessus, et même si j'étais terrifié, ça m'a donné un enthousiasme extrêmement contagieux, parce que par la suite, évidemment, ça m'a fait écrire. Et donc, il y a un paradoxe. Les littératures, en apparence apocalyptiques, comme celle que vous citiez, tous les deux, nous donnent une forme d'élan joyeux. Voilà, une forme d'élan. Et quand on voit ces soldats de Terminus radieux, ça s'appelle Terminus radieux, vous voyez tout de suite, c'est mort. Ces soldats qui veulent entrer dans le camp de travail, parce que c'est finalement un moindre mal que de rester sur ce train fantôme qui les amène de désert en désert et de famine en famine. Et ils se battent contre les gardiens. Exactement, pour pouvoir entrer, pas sortir. Il y a quelque chose qui relève d'un paradoxe tel que ça procure une certaine, je ne sais pas comment dire, réjouissance qui relève de ce principe d'espérance dont parlait du bloc, qui n'a rien à voir avec l'espoir un peu gnangnan de l'humanisme, et qui a à voir avec quelque chose de beaucoup plus fondamental. Enfin, ce sont des réflexions, ce n'est pas une question. Je crois que fondamentalement, le paradoxe est un des ressorts de l'avenir, du mouvement. C'était, enfin peut-être que je simplifie, mais c'était, me semble-t-il, l'essentiel de la pensée présocratique. Exactement. Et Héraclite en particulier, c'est un travail. Jean-François citait le Tao Te Ching. Le Tao Te Ching, la Haute-Seu, c'est précisément quelqu'un qui joue du paradoxe constamment, sur le nom du nom. Oui, Jean-Philippe. Moi, je voulais peut-être souligner, j'ai été intéressée par la présentation de M. Vidal, parce que justement, ça apporte quelque chose de nouveau à la connaissance du post-exotisme, dans la mesure où la critique secondaire met souvent l'accent sur, c'est la fin des idéologies, c'est l'absence d'émancipation, pour avoir traversé cette littérature secondaire-là, qui est, si on veut, enlisée dans
dans un discours très toxique, finalement. On ne saura jamais qu'est-ce que c'est les idéologies, ou c'est la fin des idéologies, comme si c'était un sésame qui ouvrirait. Bref, je ne me ferais pas aimer en disant ça, naturellement, mais donc ça apporte une nouvelle connaissance de l'œuvre qui entre en sympathie avec cette œuvre-là, dans la mesure où cette interprétation-là n'est pas superflue. Si on prend l'hétéronyme Ludwig du post-exotisme, il y a les Kowarskis. C'est toute une histoire, comme vous disiez, de la révolution russe, mais non seulement du trotskisme qui est rebrassé là-dedans. On n'évoque jamais ces références-là. Si on lit les Aigles Pus de Ludwig Wassmann, c'est la révolution permanente. Avec les moines soldats, c'est encore la lutte qui continue. La révolution est morte, mais elle survit continuellement en même temps. Cet aspect-là a été complètement omnibulé, j'ai l'impression, par la majorité des critiques, en fait pas tous, c'est injuste. Là. Il y a Lionel Ruffel, Pierre parlait du principe espérance, mais ça apporte une fraîcheur à ce type d'intervention-là, dans la mesure où, bien sûr, le post-exotisme a été commenté par des critiques qui sont, c'est pas des idiots, c'est pas ça que je suis en train de dire, ils maîtrisent bien l'œuvre, mais il y a un manque aussi de connaissance de qu'est-ce que c'était le communisme, ou du moins dans ses dimensions hétérodoxes, si on veut, le rapport entre, par exemple, si on prend Pierre Naville, un surréaliste que Volodine est très empreint du surréalisme. Pour Pierre Naville, c'était l'organisation du pessimisme. C'est ça le post-exotisme, avec une dimension encore plus outrancière, si on veut. Le communisme, chez Volodine, c'est l'organisation du désespoir. Mais cette organisation-là perdure, il y a un parti, il y a une organisation qui est à l'œuvre, toute une organisation clandestine qui se met en place, mais qui est vivace, puis pourtant cette critique-là secondaire ne mentionne jamais cet aspect-là. Donc je suis content que vous apportiez ce point de vue-là. En fait, moi j'ai toujours eu le sentiment que c'était une œuvre, non pas révolutionnaire, parce que je ne pense pas que les clivages de réaction, révolution soient encore puissent être abordés de la même façon qu'auparavant, mais c'est une œuvre qui porte vraiment un souffle émancipateur, puis la critique le met jamais en valeur. C'est-à-dire que vous, dans vos articles, vous le faites bien. En fait, je voulais le souligner. Peut-être une autre question, je ne sais pas à quel partie de temps de parole non plus, mais vous parlez de négation. Est-ce que c'est égalé, ce travail-là? En fait, c'est vraiment une question sans aucune négation. C'est à la fois post-hegelien, quand je parle de négativité, c'est à la fois post-hegelien et pré-hegelien d'une certaine façon. C'est cette négativité telle qu'elle est déjà à l'œuvre chez les post-socratiques que j'évoquais tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est la figure du paradoxe comme mouvement et comme possibilité de faire qu'à l'intérieur même du désespoir le plus profond, quand il est creusé, il y a un optimisme fondamental. Et ce que vous dites de Volodine, et moi c'est ce qui m'a frappé, et au colloque Volodine à Cerisy, j'ai lu un passage, j'ai cité un passage des Chants de Maldoror, je suis sale, les poux me rongent, les pourceaux, quand ils me regardent, vomissent. Moi aussi, j'ai découvert ça à 16 ans. Là, Seigneur Dieu, hein? Bon, que mon maire m'excuse. Mais effectivement, c'est un truc terrible. Et Volodine a dit juste après, c'est curieux, vous avez cité précisément le passage qui m'a incité à devenir écrivain à 17 ans. Et moi aussi, c'est le texte que j'ai entendu par hasard à la radio. Je faisais des vagues études de lettres au lycée sans conviction, et j'entends ça à un moment, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne savais pas ce que c'était. Et là, j'ai entendu, vous venez d'entendre les Chants de Maldoror, la voix de la radio française à l'époque. Et donc voilà, et puis je parle aussi... Il y a eu une émission de RTF avec Francis Ponge, lisant les Chants de Maldoror. C'était cette émission peut-être? Non, c'était un acteur qui lisait la strophe 9, Je te salue les océans. Mais on évoquait Melville, il y a aussi dans Moby Dick, c'est un des textes les plus noirs qui soit, Moby Dick. Mais il y a une puissance, il y a une force de vie, il y a un enthousiasme au cœur même de cet évidement du désespoir, tellement c'est creusé. Et alors en plus, Moby Dick, c'est vraiment un texte qui met en scène déjà ce que nous sommes habitués à considérer comme étant un des traits du postmodernisme, ou de la société postmoderne, c'est-à-dire ce que j'appelais tout à l'heure, moi, l'ère de masse, l'ère des masses. Hein.
Dans Moby Dick, il n'y a pas seulement la masse de la baleine, il y a l'équipage qui est une masse complètement désarticulée que Akkad, par des processus quasiment chamaniques, doit réunir. Et effectivement, il fait des espèces d'exorcismes, il fait des cérémonies païennes. Ça, c'est très bien mis en valeur au théâtre. Je refais de la publicité, j'ai aucune part. Oui, Marie-Pascale. Oui, je voudrais revenir sur cette histoire de possession, parce que finalement, ce que vous avez raconté là tous les trois à cette table, c'est une histoire de possession, de conversion. Par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire le rapport qu'on peut avoir avec des étudiants en classe et ce discours marchand, est-ce que tu penses qu'il n'y avait pas de toute façon d'autres discours contraignants avant et que la possession est quelque chose qui n'appartient pas ni à l'enseignant, ni à quel... Enfin, on est un peu dépossédé de ce qui peut arriver ou ne peut pas arriver. Donc j'ai du mal à comprendre quel serait le problème maintenant, d'une certaine façon, comme si tout à coup il y avait eu quelque chose qui avait vraiment basculé. Et là, j'aimerais t'entendre là-dessus. Je ne pense pas effectivement que ce soit une évolution au sein des étudiants ou au sein des professeurs, c'est au sein des discours qu'on reçoit de haut et qui ont changé de version en version. La version, par exemple, antécédente au devis actuel selon laquelle nous devrions enseigner de telle façon, mentionnait par exemple la culture comme formation. Et si la culture est une formation, ça implique effectivement qu'il y a des risques d'altération possibles, des risques de choc, des risques de fracas, tout ce qui peut faire en sorte finalement qu'après avoir lu par exemple l'LV, on est plus de même, etc., on a sur le coup une épiphanie qui nous fasse écrire et tout. Donc ça se produit encore, évidemment, je le souhaite. Moi, c'est les commentaires que j'ai de moins en moins de la part de mes étudiants. Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'ils sont plus silencieux qu'ils l'étaient auparavant par rapport à ça? Peut-être. Mais je sais que, par exemple, l'image qu'on peut nous renvoyer d'enseignants chez les mandarins qui sont dépositaires des devis, elle insiste de moins en moins sur cette dimension-là. Le poste qu'on n'a pas mentionné aujourd'hui, auquel je crois de plus en plus, malheureusement, personnellement, c'est la littérature d'après l'enseignement de littérature. Je pense que d'après ce qui se passe au Japon, on est obligé maintenant de considérer ça comme une probabilité rationnelle qui pourrait arriver à court et moyen terme. S'il y a de ça un mois, quelqu'un m'avait dit c'est bientôt au Japon, les politiques vont décréter la disparition pure et simple de toutes les humanités dans les universités. J'aurais dit ouais, peut-être dans 10-15 ans, ça va être long, on se déjà ça. C'est arrivé 2 semaines après. La mariage est toujours plus rapide que nos pires craintes. Bon, après ça l'a dit dans les hier, moi je suis quelqu'un qui est toujours aux assemblées syndicales, étant tragique par esprit, tragique à la l'évidence, à savoir, dans la licence à l'existant, on dit à Macduff, à Macbeth, quand quelqu'un va arriver devant toi, que c'est pas sorti du ventre d'une mère, tu es foutu. Et effectivement, ça se produit, mais il prend son épée et il dit je vais prendre ma chance. Donc, je pense qu'il faut prendre sa chance. Mais après ça, bon, qui sait, advenant le cas, par exemple, où il n'y a plus d'enseignement de littérature. Des choses comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça va se produire, plus de séminaires, plus de cours, plus d'étudiants. La littérature ne mourra pas pour autant, mais je ne sais pas exactement quelle forme elle va prendre. C'est sûr que la forme qu'elle avait prise depuis 150 ans va radicalement se modifier, mais j'en suis venu à croire, j'essaie de mettre en suspens mes propres craintes par rapport à ça. On est obligé maintenant de se dire c'est une possibilité. Je fais beaucoup d'efforts pour que ça n'arrive pas à d'autres collègues, mais on sait bien finalement qu'au bout du compte, ce n'est pas nous qui avons le gros bout du bâton là-dedans. Si on veut justement soustraire la littérature à cette économie du gain à tout prix que l'ultralibéralisme représente, donc le grand capital, faire en sorte qu'il faut tout capitaliser, y compris la chose littéraire. Si on veut qu'elle échappe à cette économie-là, on n'a pas d'autre choix que d'accepter qu'elle fasse partie de ce que Bataille autrefois appelait la part maudite, c'est-à-dire l'économie de la dépense, du don. J'ai beaucoup évoqué cette idée du don. Dans un essai que je prépare présentement, j'essaie de revenir un peu sur l'essai de Marcel Mauss pour comprendre quel est le don propre à l'acte gratuit, gracieux, donc qui relève de la donation, et la littérature, qui ne sert à rien, etc., qui ne vaut rien.
certaine manière, c'est peut-être une forme de grâce qu'elle échappe à cette économie-là, qu'elle ne soit plus réintégrable, hein, comme tu as dit à propos des universités japonaises, il faut le rappeler, il y a plusieurs universités privées au Japon qui ont éliminé du jour au lendemain tous les programmes de littérature. Comme on élimine les programmes de grec et de latin en France actuellement, etc. Donc on peut penser qu'effectivement, ça va peut-être survenir dans nos propres universités aussi. Mais d'une certaine manière, si on veut qu'effectivement la littérature soit du côté de cette économie symbolique du don, de la perte, etc., peut-être vaut-il mieux qu'elle survive ou qu'elle existe en dehors de toute institution, dans le bardo finalement. Hein? Oui, Le bardo, moi j'en ai souvent pensé qu'effectivement c'est bien qu'on puisse se passer les textes sous le manteau, hein, comme on faisait avec les Samuel ou les Natibao, ou je ne sais pas quoi. Quelque chose d'un peu secret, un peu. Parce que nécessairement la société du spectacle, de l'entertainment, du loisir, accapare tout. Et maintenant, ce à quoi on assiste beaucoup dans le monde médiatique, c'est un simulacre de littérature, hein, la fantasy, tout ce que vous voulez, de sorte que la littérature telle qu'on essaie de la défendre ici est déjà un peu dans ses catacombes. Hein, on revient à une métaphore un peu théologique, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, du sous-homme, du souterrain, qui caractérise maintenant hein, le praticien de cette chose ancienne qu'on appelle littérature. Et il faut peut-être accepter que cette économie de la perte touche aujourd'hui ce qu'on est en train de, oui, mais alors, on est en train de parler. le problème, et moi c'est ce que je voudrais ajouter quant à mon cas personnel, c'est que le problème c'est, y aura-t-il un lieu où les catacombes, qui soient les catacombes? Y aura-t-il de jeunes chrétiens après nous qui vont, etc. Et a-t-on la moindre chance de conquérir l'Empire, comme l'a fait le christianisme? Est-ce que c'est pas plutôt l'Empire qui est en train de s'écrouler sur notre tête et nous submerger définitivement, hein? Parce que vous dites qu'il maintenant il y a une décision politique, c'est nouveau. Mais moi, de mon temps, et je suis parti parce que j'ai commencé à voir ça, au moment où dans mon enseignement j'étais, je dirais, où je me sentais le plus près de la littérature, c'est-à-dire quand j'étais une espèce de piti, hein, inspiré par le lieu, inspiré par l'écoute, inspiré par l'autre avec un grand A finalement, et où je ne savais littéralement pas ce que je disais, c'est là que j'étais pour moi le plus fort, mais je m'étais préparé pour en arriver à ne plus savoir quoi dire. Hein. J'avais l'impression d'avoir des tas de choses à dire, et bon, au moment où j'atteignais cette espèce d'état de grâce, à la fin de ma carrière, et là je me suis dit, il faut que je m'en aille, j'avais des mains qui se levaient, ils me disaient « Ah mais monsieur, c'est pas mal ce que vous dites, mais c'est pas dans le syllabus. » Alors je disais « Mais je m'en fous, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ?» Et finalement, en 2001, je suis parti, Odyssée de l'espace. En 2001, voilà. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas une décision politique, et la pression, elle vient du milieu, y compris des malheureux étudiants qui ne savaient pas du tout quel était le programme du ministère, ne savaient même pas qu'il y avait un ministère, d'ailleurs, on en est là. Hein. Et, C'est très correct de ça. Oui. Cette dernière question, Christine Barmont. Non, moi c'était un constat. En réalité, dans la continuité de vos deux communications, ce que vous décrivez, c'est un double effondrement. D'une part, une colonisation du langage par la contrainte économique et les politiques qui vont avec, et d'autre part, une colonisation qui est beaucoup plus insidieuse puisqu'elle tend à effacer justement les frontières du privé et du public, qui est celle, au fond de Facebook, d'une minoration de la littérature dans les pratiques sociales. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nos étudiants ne vont pas tellement au cinéma, regardent peu la télévision, mais ce sont des gamers, ou des gens qui sont addicts à des pratiques qui les poussent à zapper sur Internet. Et là, au fond, on est dans le constat que fait Nicolas Carr, qui est excessivement pessimiste, sans doute, qui est celui d'une régression, pour le coup, anthropologique d'un certain nombre de facultés, notamment la faculté de la lecture profonde. Et si dont il y a, au fond, il serait peut-être de ce côté du temps disponible, au fond, retournant contre lui-même l'adage d'un publiciste des années 2000 qui disait que ce que vendait
au moment du grand temps d'écoute, la publicité aux spectateurs, c'était ce que vendaient les espaces de publicité, c'était du temps de cerveau disponible. Et au fond, on est dans une contrainte imaginaire qui fait que ce temps-là fait défaut. Mais ce temps-là ne fait défaut que parce qu'on a choisi de souscrire au fond à cette contrainte. D'où voilà, je trouve le grand intérêt de cette double négation que vous décrivez, parce que au fond, ce que promeut le discours social en termes de récits de fiction, c'est pas du tout ces récits de fiction post-apocalyptiques qui sont ceux de Volodine, c'est au contraire un discours extrêmement optimiste. C'est la success story, et c'est la raison pour laquelle précisément ces histoires d'apocalypse peuvent être d'une autre manière porteuses d'un avenir possible. Enfin, je sais pas. Oui, mais l'autre problème ou l'autre difficulté, c'est qu'adviendra-t-il de la littérature dans un environnement où l'espace de la langue se rétrécit? Parce que, regardez, c'est un secret pour tout le monde, toutes les langues du monde se rétrécissent. J'évoquais tout à l'heure le futur antérieur. Pour rien, ça n'existe plus le futur antérieur. Les jeunes ne savent pas ce que c'est que le futur antérieur. Ni le subjonctif, même plus, même le conditionnel. On est rivé au présent indicatif. Point. J'ai même rencontré un professeur de cégep, excusez-moi, qui m'a dit, moi j'enseigne plus de passé simple, ça sert à rien. Plus de passé simple, plus de subjonctif, plus de conditionnel, plus de futur antérieur. Mais qu'est-ce qu'on fait? On écrit des likes, des choses comme ça, vous avez raison, on est dans le... Cela dit quand même, ce livre-là, Nicholas Carr, je le vois avec mes étudiants, je l'enseigne. Est-ce que vous m'écrivez stupide? C'est vraiment vous parlez? Bon, quand j'en parle avec eux, ils s'en rendent compte qu'il y a l'introduction, le hall qui passe en mémoire et tout le reste, les reflète d'une certaine manière. La raison pour laquelle j'ai encore foi dans les étudiants, c'est pas les étudiants au Japon qui ont décidé de fermer les départements, c'est quand même les politiques qui viennent d'en haut. Je n'ai pas de processus crépusculaire à mettre en œuvre avec eux ou avec les professeurs, mais c'est ceux c'est les économistes qui me font peur, parce qu'eux sont pris, au contraire, dans un processus, on sait très bien qu'il a été réversé. Les facultés qui ont été fermées ne rouvriront pas demain. Elles sont fermées de manière totale. Donc, ça, parce que bon, c'est une des choses qui me font dire finalement que c'est pas encore tout à fait perdu. Quand les étudiants se rendent compte effectivement que, à travers Carr ou d'autres livres comme ça, que la concentration est un champ de bataille aujourd'hui, ils sont les premiers finalement à vouloir réintégrer une sorte de fierté à cet égard-là et donc à mettre en œuvre des stratégies pour s'accaparer une concentration qui a été perdue. En tout cas, c'est le rapport que j'ai avec eux et c'est vraiment parmi les meilleurs cours que j'ai. Mais, encore une fois, ce n'est pas d'eux que je désespère. Si tu as vu quelque chose de désespérant dans mon exposé, ce n'est pas vraiment les étudiants, ce n'est pas les professeurs, c'est vraiment autre chose. Oui, mais alors, quel outil auront-ils sinon qu'une langue atrophiée? Parce que par ailleurs, dans les sphères du pouvoir, ce qui règne maintenant, c'est la novlangue d'Orwell à des degrés extraordinaires. Le ministre français de l'économie vient de déclarer que le néolibéralisme, au fond, c'est une idée de gauche. La guerre, c'est la paix, quelque part. La liberté, c'est l'esclavage. C'est ça, surtout. Il ne faut pas penser que ça touche uniquement le français. J'ai des amis qui enseignent dans les universités qui me disent qu'ils ne peuvent plus programmer Henry James parce que les étudiants ne comprennent pas. Non, c'est James, comparable à celle de Proust. Donc il y a un Basic English qui a vraiment triomphé et dans lequel s'écrivent la plupart des livres consommés par le public le plus large. Mais bon, ça c'est la perte de la langue, effectivement, c'est peut-être encore pire que la perte de la littérature. Oui, c'est ça. Voilà, mais écoutez, c'est sur ces bons mots, peut-être qu'on va se quitter. À moins qu'il y ait intervenir. C'est un peu de mauvais esprit. L'historienne Ludivine Bautini définit très bien le néolibéralisme. Le libéralisme, c'est l'abstention de l'État. Le néolibéralisme, c'est l'organisation systématique de la dérégulation. Voilà, c'était simplement la réponse que vous pouvez faire à notre ministre bien-aimé. Alors, merci encore, et puis on se retrouve donc ici même à 9h demain matin pour une nouvelle séance.